Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La condamnation de 53 meneurs marocains du mouvement Irak a provoqué une manifestation ce dimanche 8 juillet à Casablanca. Cette marche réclamait la libération des principaux leaders de ce mouvement qui ont écopé d'une peine de 20 ans de prison pour notamment atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Vers un partage du pouvoir au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son principal opposant Riek Machar ont signé un accord le 6 juillet, actant le retrait de leurs forces dans les zones urbaines. Le Soudan du Sud est enlisé dans une guerre civile depuis fin 2013. Et le Kenya s'engage dans l'amélioration de la circulation routière. Les autorités ont décidé d'instaurer 2 journées sans voiture par semaine dans des quartiers de la capitale Nairobi. Une action qui devrait également permettre la limitation de la pollution de l'air. Au Maroc, la colère monte à Casablanca après la condamnation des meneurs du mouvement Irak, un mouvement de protestation qui avait agité le Maroc entre 2016 et 2017, après la mort subite d'un marchand de poissons broyé par une benne à ordures. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue ce dimanche 8 juillet pour réclamer la libération des principaux leaders. Ils avaient été condamnés fin juin 2018 à 20 ans de prison pour notamment atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche 8 juillet 2018 à Casablanca, la capitale économique. Ils dénoncent la condamnation de meneurs du mouvement de protestation Irak. Ce mouvement avait agité le nord du royaume entre 2016 et 2017. Ces agitations avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en octobre 2016 en voulant récupérer sa marchandise. Le 26 juin 2018, le verdict tombe. La justice marocaine a condamné 53 activistes qui représentent le noyau dur du mouvement à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Les manifestants appellent à leur libération. Les manifestants sont sortis manifester leur colère parce qu'il y a une société civile au Maroc qui s'est développée. Il y a des associations autour des principes universels des droits de l'homme et objectivement, on ne peut que reconnaître effectivement que ces condamnations-là sont extrêmement sévères. Et puis à côté, on sait que le Makhzen, le pouvoir central au Maroc, a l'intention à travers ces condamnations-là de marquer le coup et de dissuader probablement les futurs révoltés ou leaders de potentielles révoltes de réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Nasser Zefsafi écope à lui seul la plus lourde peine, 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Ce mouvement, dont il est le leader, réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, qui souffre de marginalisation économique et de manque d'infrastructures, mais aussi d'emplois pour les populations. Qui est plutôt positif et c'est un signe de bonne santé effectivement dans ce qui se passe dans la société civile marocaine, c'est de sortir dans la rue pour manifester son mécontentement et demander effectivement à ce que ces peines soient revues parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité d'une situation, surtout dans un pays qui a tendance à se développer depuis de nombreuses années et qui, prétend ou tend à se rapprocher peut-être des standards démocratiques qui ont cours en Europe. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent un acharnement et trouvent les peines très sévères, voire démesurées, et réclament leur libération sans conteste. Le Soudan du Sud s'engage dans un partage du pouvoir. Le camp du président Salva Kiir et celui de l'ancien vice-président Riek Machar ont signé un accord le 6 juillet à Khartoum au Soudan. Celui-ci porte sur la sécurité et sur le retrait de chacune de leurs forces dans les zones urbaines. Les pourparlers ont également évoqué un retour de Riek Machar à la vice-présidence. Un sujet de Badawi Adidjatou. À l'heure où la crise politique au Soudan du Sud entame sa 6e année, le président Salva Kiir décide d'y mettre un terme avec l'appui des observateurs nationaux et internationaux. Ce 7 juillet, son gouvernement a accepté le retour de l'opposant politique Riek Machar au gouvernement en tant que vice-président. Mais le mouvement d'opposition de Riek Machar examine encore la proposition
avant de donner son accord définitif. Le Sud-Soudan nous a habitués à des revirements spectaculaires. Dans cette affaire, ils n'ont pas pensé à analyser d'abord les causes profondes de ces troubles aux voies et moyens de rétablir la démocratie, la voie des urnes. Et ils n'ont pensé qu'au partage du pouvoir. Le 6 juillet, les deux parties se sont mises d'accord sur le retrait des forces gouvernementales et rebelles en zone urbaine. Elles ont, par ailleurs, convenu de réorganiser l'armée sud-soudanaise. Il doit construire un État. Un État, ça suppose un territoire, des institutions viables qui se respectent et qui respectent la légalité. Les belligérants sud-soudanais ont à plusieurs reprises violé les accords de cessez-le-feu. La dernière en date, c'est celle du 30 juin 2018. Compte tenu de cette instabilité, l'Union africaine et les Nations unies ont menacé d'infliger des sanctions aux auteurs de troubles. Au Mali, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet a démarré. Les 24 prétendants à la magistrature suprême ont débuté leur meeting sous haute sécurité avec un dispositif de sûreté renforcé. Le point sur la stratégie de quelques candidats dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La campagne pour l'élection présidentielle malienne a démarré ce samedi 7 juillet 2018. Ils sont 24 candidats en liste, dont une femme. Cette première journée a servi aux différents états-majors des partis de préparer le lancement de leur premier meeting. C'est le cas du camp présidentiel, mais aussi de l'opposant Soumaïla Cissé qui prévoit une série de rassemblements. Nous avons une stratégie de porte en porte pour rentrer dans les familles, rentrer dans les commerces, échanger avec nos compatriotes, leur faire connaître davantage notre candidat qui est bien connu, leur faire connaître la vision de notre candidat et surtout le rôle réservé à chaque secteur dans son programme. Nous allons faire des grands rassemblements, les porte à porte aussi, et pourquoi pas se déplacer dans les arrondissements centraux, et nous rapprocher des électeurs, les parler des projets du président Ibeka, ce qu'il a eu à faire pendant les 5 ans et ce qui reste à faire pour les 5 ans à venir. Cette campagne électorale avait déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des publications parfois virulentes entre militants. Pour certains, les partis politiques doivent encadrer leurs sympathisants. Moi, j'aimerais que ça se passe dans toutes les bonnes conditions nécessaires, sans déploiement des forces physiques ni des armes blanches. Je conseille à tous les Maliens vraiment de faire leurs choix. Bon, il ne faut pas qu'ils se tombent aux tentatives des gens qui leur donnent 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour aller faire un mauvais choix. Ça, c'est pas bon. Que tout le monde aille chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement le 29 juillet prochain. Déjà, Bamako commence à revêtir les couleurs des candidats. La campagne, c'est aussi une occasion pour faire de bonnes affaires, notamment pour les sociétés de transport, davantage sollicitées par les militants. La capitale du Kenya, Nairobi, est connue pour être l'une des villes les plus congestionnées au monde. Elle se classe d'ailleurs au 5e rang mondial. Le gouverneur du comté de Nairobi a donc décidé de mettre en place 2 jours sans voiture par semaine dans 2 quartiers de la ville de Nairobi qui sont encore très fréquentés. Nathalie Mo. Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émissions automobiles de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville.
La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts. La 21e édition de la Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Le premier match du carré final se jouera ce mardi 10 juillet à 18h GMT. Il opposera la France à la Belgique à Saint-Pétersbourg. L'autre demi-finale opposera l'Angleterre à la Croatie. Le match se jouera le 11 juillet à Moscou à 18h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.